20h15 à Abidjan, merci de nous rejoindre dans l'Intelligent Club de ce lundi 30 juin. Opposition ivoirienne Charles Blé Goudé, Front commun, le difficile rapprochement, Miss Côte d'Ivoire 2025, une polémique pour rien, AUS, c'est Turcs qui font la concurrence à la Russie. Voici le sommaire de cette émission où nos chroniqueurs Jean-Richard Nguessan et Soro Djabika, le confrère Idi Keïta qui nous rejoint également pour décrypter ces différentes actualités. A tout à l'heure. Depuis Paris en France, où il a fait une escale dans le cadre de sa tournée en Europe, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, n'a pas porté de gants pour fustiger la volonté de l'ex-chef de gouvernement Guillaume Soro de rallier l'opposition dans un combat unitaire. Un extrait de son intervention dans cette vidéo amateur. Il a dit tout ça, on met en prison son guide, c'est très bien. On est en exil, ici parce que c'est le prochain, ils n'ont qu'à venir. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout là. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte papa et puis il vient vers toi. Oui, parce qu'à la télé, c'est plus de ton partenaire, c'est sans moi. C'est sans moi. Faut pisser. Quand quelqu'un t'a mis à terre, que tu t'es débrouillé, que Dieu t'a aidé, que tu t'es levé, ne retourne plus vers lui. Enregistrez, partagez. Vous voulez le lever, rejetez-moi. Mais un jour, vous allez le jeter à gauche. Idi Keïta, bonsoir. C'est votre toute première sur le plateau de l'Intelligent Club, bienvenue. Merci. Alors vous avez donc en face de vous Jean-Richard Nguessan et Soro Djabika, les deux chroniqueurs maison de cette émission. Bonsoir à vous également. Bonsoir Adi. Alors Soro Djabika, je vais commencer avec vous en faisant avec vous le constat de ce que Charles Blé Goudé semble garder une rancune tenace vis-à-vis de son ancien compagnon de lutte syndicale Guillaume Soro, qui, durant son temps d'incarcération à La Haye, a tenu certains propos qui semblent lui être restés au travers de la gorge. Aujourd'hui, il dit clairement dans l'élément que nous venons d'écouter qu'il refuse ou qu'il ne se voit pas dans une alliance avec Guillaume Soro. Est-ce que finalement Guillaume Soro est un blocage pour certains membres de l'opposition, dont Blé Goudé Charles? Non, Guillaume Soro n'est pas le blocage. C'est plutôt Charles Blé Goudé qui est le blocage. C'est inopportun ce qu'il a fait. Je me suis demandé, mais quelle est l'opportunité de cette sortie-là? Quand on regarde le timing et quand on regarde la quintessence du combat qui est en train d'être mené. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas en position de faveur. Nous savons tous qu'ils ont en face d'eux un grand parti qui est le RHDP, qui dispose de toutes les manœuvres. On sait comment ces grandes figures de l'opposition ont été radiées de la liste. Et aujourd'hui, j'ai aimé la déclaration de l'ex-première dame, Simone Eivé, qui a dit la semaine passée qu'on peut parler de la même chose sans forcément parler à partir de la même voix. Donc, nous avons tous cru qu'à un moment donné, les grands leaders de l'opposition allaient comprendre l'importance de se mettre ensemble pour être plus forts et amener le gouvernement à revenir sur la table des négociations. L'opinion nationale et internationale a salué la signature du Front commun entre le PDCI et le PPACI. On s'attendait à ce que les choses suivent, c'est-à-dire les autres membres de la CAPSI, même si nous avons senti une certaine frustration parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été prévenus. Mais il aurait été opportun que chacun d'eux prenne conscience de la pleine mesure du combat pour pouvoir s'associer à la chose. Blé Goudé traverse la Côte d'Ivoire, il traverse la Méditerranée pour aller jusqu'à Paris, réunir tout un auditoire, ses militants, pour dénigrer Guillaume Soro. À quelle fin? Finalement, il va donner raison aux gens, ceux qui disent soit il a une démarche de crabe ou encore qu'il est un gamin politique, parce qu'on ne comprend pas quelle est l'importance de ce qu'il est en train de faire. Vous savez, dans le front qui est en train d'être construit, tout le monde a sa place et tout le monde a son rôle. Guillaume Soro, il est indéniable que Guillaume Soro était un grand leader politique.
Au nord, il a une ancrage sociologique qui est inestimable. Vouloir chasser Guillaume Soro de la plateforme de l'opposition, c'est être contre la lutte qui est en train d'être menée. Finalement, on se demande à quelle fin il le fait ou pour qui il le fait. Ça fait 3 semaines que Guillaume Soro et Charles Blé Goudé attaquent successivement Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Guillaume Soro. Quand on attaque ces grosses têtes de l'opposition, finalement, c'est pour faire plaisir à qui? Bon, quand on parle de Tidjane Thiam, il a simplement déclaré sur un plateau de télévision française qu'il n'a pas été informé, au même titre que d'autres leaders de la CAPSI, de la volonté du PDCI-RDA de former une coalition avec le PPACI. C'est un constat, il a répondu à une question aujourd'hui. Il parle de Guillaume Soro, qu'il semble justement attaquer de façon ouverte. Violente. Alors, Jean-Richard Nquessan, comment est-ce que vous interprétez cette sortie de Charles Blé Goudé à un moment, comme le rappelait à l'instant Soro Djabiga, où l'opposition est en quête d'une dynamique unitaire? Vous savez, Blé Goudé Charles est un homme de conviction et il connaît depuis bien longtemps Guillaume Soro, qui d'ailleurs l'a emmené au bureau exécutif de la FESI lorsqu'il était secrétaire général de cette organisation estudiantine de 1995 à 1998. C'est-à-dire que ces deux personnalités se connaissent depuis plus de 30 ans. Et j'estime pour ma part qu'on connaît plus ou moins tous l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et on sait, à l'issue de la crise post-électorale, Charles Blé Goudé avait trouvé exil du côté du Ghana. Il y a été arrêté en 2013. Il a été envoyé menu militari en Côte d'Ivoire, il a été emprisonné. Selon ses dits, il a été battu, violenté, jusqu'à ce qu'il soit transféré le 28 mars 2014 du côté de l'Aïe. Il y a passé 8 ans. Et c'est un épisode assez douloureux, j'estime, de sa vie et de son parcours. Et pendant cette traversée du désert, pendant cette période difficile et douloureuse, il estime pour sa part que Guillaume Soro aurait tenu des propos à son égard qu'il n'aurait pas dû tenir. Puisqu'il lui avait demandé, on s'en souvient, de revenir en Côte d'Ivoire répondre devant la justice et de quitter son exil. Et vous savez, dans la vie d'un individu, il y a des chapitres de notre histoire qu'il est difficile de balayer. Il y a passé 8 ans de sa vie. Et selon lui, lorsqu'il est revenu en Côte d'Ivoire en 2013, il a passé quelques mois à la DST et il a rappelé dans certains de ses discours cette période délicate de sa vie. Et selon lui, parmi ses bourreaux, il estime que Guillaume Soro fait partie notamment de ses bourreaux. C'est un épisode qu'il rappelle, mais comme Soro le disait à l'instant, à quelle fin? Aujourd'hui, où on parle de l'union sacrée de l'opposition ivoirienne, Charles Blé Goudé reste celui qui affiche son point de vue, qui défend son point de vue. C'est vrai, cela peut déplaire à un certain nombre de personnes, mais on connaît la personnalité qui n'a pas la langue dans la poche et qui affiche ses points de vue. Et pour ma part, il exprime un mécontentement, un vécu douloureux de son parcours. Après, est-ce que c'est opportun ou pas? Alors, n'empêche qu'il a tenu à le dire. A envie de réagir, mais juste avant, il dit qu'Eïta, vous observez je ne parlerai pas de guéguerre parce que là, pour l'instant, il n'y a que Blé Goudé qui a fait cette sortie, qui s'exprime ouvertement contre une intégration de Guillaume Soro dans le cadre d'un front commun de l'opposition. Mais selon vous, est-ce que, comme l'indiquent les deux confrères en face, le moment était opportun? Le moment était bel et bien opportun. D'ailleurs, je vais peut-être faire de la rime. Je ne suis pas d'accord avec Soro en face de moi au sujet de Soro. Politiquement, Guillaume Soro, l'honorable Guillaume Soro, connaît deux personnalités mieux que quiconque. Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Blé Goudé parce que c'était son vis-à-vis au campus. Laurent Gbagbo, on l'a vu dans les rues prendre les matelas pour lui et aller avec lui à la CPI. Quand Guillaume Soro, qui multipliait les sorties fracassantes, alors que ceux qu'on appelait les Gors étaient exilés au Ghana, avait fui la Côte d'Ivoire avec l'avènement du pouvoir RHDP. Mais je me souviens d'une des sorties de Soro multiples où il disait « Mais ceux qui sont à l'extérieur, là, qui ont peur, là, venez, il n'y a rien », de façon très ironique. Je me limite à cette sortie. Il a fait autant de sorties. Le propre de la politique, c'est la rancune. Nous sommes au 3e mandat d'Alassane Ouattara qui tend à sa fin, qui pourrait ouvrir la voie à un 4e. Mais le premier et le deuxième, il les avait fait avec le PDCI. Où est ce PDCI-là? Ce PDCI-là est là le combattre, jusqu'à dire même qu'ils ont leur logo avec Alassane Ouattara, ils ne veulent pas de ça. La politique, c'est des rancunes et des règlements de compte. Donc,
C'est vrai qu'on ne s'attendait pas ou on ne pensait plus voir. Parce que depuis que Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il a beaucoup fait profil bas. Et la question Soro, je me souviens même chez d'autres confrères, NCI et d'autres, sur d'autres plateaux, quand on lui disait la question Soro, il disait non. Mais là, vraiment, on est dans la période des élections. Et simplement, son attitude n'est pas liée à autre chose. Cette alliance entre le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI, qui n'a pas été fait avec la manière, qui n'a pas été... ou même, on va dire, le PDCI n'a pas du tout été fair play avec ses camarades de la CAPCI, ne peut qu'ouvrir la voie à une levée de bouclier. Donc, la chose est logique. Et attendons-nous encore à d'autres sorties, parce que tous les membres de la CAPCI ne se sont pas encore exprimés. Alors, Soro Djabiga, là tout à l'heure, il dit, nous parle de rancune qui serait quelque part l'ADN de la politique snotropique, mais dans le même temps, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec cette sortie de Blé Goudé, avec le refus de Laurent Gbagbo de citer, rien que cela, le nom de son ancien mobilisateur, Charles Blé Goudé, donc Blé Goudé aujourd'hui, lui-même boudé par Laurent Gbagbo, et lui aujourd'hui qui boude Guillaume Soro ouvertement et de façon assez incisive, la tolérance semble être absente de l'opposition ivoirienne. Oui, j'aimerais revenir sur deux faits. D'abord sur ce que le confrère Idi a dit, et puis il a bossé un peu un angle que Jean-Richard a abordé. Il a parlé de la rancune dans le milieu politique. J'aimerais lui rappeler que le RHDP composait le PDCI et le RDR. Et c'est le RHDP qui a combattu Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est le RHDP qui les a déportés à la CPI où ils se trouvent. Tous les malheurs, tous les revers que Charles Blé Goudé a subis, c'est à cause de cette coalition pendant 10 ans. Guillaume Soro en faisait partie, 7. Mais Henri Konan Bédié en faisait partie. Le PDCI, avec qui le PPAC est en train de signer aujourd'hui une convention. Le PDCI, avec qui Charles Blé Goudé a signé une convention au sein de la CAPCI. Pourquoi il ne garde pas une rancune contre le PDCI? Mais est-ce que ce ne sont pas les propos de Guillaume Soro? Parce que là, tout à l'heure, c'est ce qu'on invoque. Les propos tenus par Guillaume Soro qui ont semblé frôler quelque part la moquerie, la raillerie vis-à-vis des autres. Il faut voir le système. Blé Goudé a été combattu par un système. Quel système? Le système RHDP. Est-ce que Blé Goudé ne s'est pas senti frustré par la démarche d'un ami, de celui qu'il considérait comme un ami et qui aurait pu peut-être s'arrêter aux décisions étatiques, mais qui va jusqu'à le narguer. Surtout qu'ils se connaissaient depuis le milieu des années 90. Cet angle-là, moi je peux être d'accord avec vous. Et c'est ce que moi j'ai compris. Ce sont des amis. Blé Goudé se sent trahi par un ami avec qui il a mené plusieurs batailles, plusieurs luttes. Il y a une histoire qui les lie. Sous cet angle-là, on peut comprendre que c'est une attaque personnelle. Mais au plan politique, dit qu'on garde des rancunes, tout ça. Bon, moi je ne comprends pas. Et quand on va dans le fond, permettez qu'il finisse dans le fond de son propos, de ce qu'il a dit. On peut accuser Guillaume Soro de tout, mais dire qu'il est un traître, c'est pas vrai. Guillaume Soro est réputé pour être un homme engagé. Et quand il est dans un combat, il va jusqu'au bout. Quand il ne peut pas, il se retire. Bon, ici, Charles Blé Goudé n'a pas dit qu'il est traître. Il dit simplement qu'il refuse de s'allier à lui. De s'allier à lui. Bon, c'est mon interprétation. Allez-y. Voilà, c'est comme si il signe un partenariat avec quelqu'un qui n'est pas crédible, qui n'est pas fiable. Ça, c'est mon analyse. Hein. S'il va sur ce angle-là, je vais vous dire qu'il se fout voir. Guillaume Soro, c'est quelqu'un, quand il s'engage dans un combat, il est engagé. Quand il ne peut pas, il ne peut pas aussi. Très bien. Il dit, avant de passer la parole à Jean-Richard. Rapidement. Allez-y. Que M. Soro n'oublie pas que l'honorable Soro a été élu député RDA à faire Kessédougou. Pas indépendant. Et pas un député non des moindres. Il a quand même été à la tête du Parlement. C'était le numéro 2 du régime. La Constitution n'avait pas été modifiée. Et Soro faisait des sorties à ne pas en finir. Ce n'était pas une sortie, ce n'était pas deux sorties où il a passé son temps à ironiser, implicitement à dénigrer Blé Goudé et pas mal d'autres. Ceux-là de la galaxie patriotique. Donc, je voudrais dire que la politique est ce qu'elle est. Il a eu à faire ses sorties. Je le rappelle encore, Blé Goudé est venu depuis près de 2 ans bientôt ou plus. Mais il n'a jamais tenu publiquement de sortir à l'endroit de Guillaume Soro. Mais lors des campagnes, il n'a jamais prononcé le nom de Guillaume Soro. Permettez qu'il y aille, justement. Mais lors des élections... Ah si, il parle très souvent de Guillaume Soro quand il parle des candidats exclus. Justement, oui, je m'apprête à réagir. Donc il le fait. Oui, mais de cette manière, la rancune qu'il avait, il ne l'avait jamais mise. Il a toujours été discipliné. Parce qu'on a toujours dit, beaucoup de confrères lui ont dit, mais M. Blé Goudé, vous êtes là. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là, c'est Guillaume Soro qui est exilé. Quand Soro faisait ses sorties, il ne pouvait pas imaginer que 10 ans, 15 ans après,
il allait se retrouver hors du pays. Il faut peut-être quand même rappeler à titre d'information pour nos téléspectateurs que cette sortie de Blé Goudé intervient quelques jours après l'adhésion de GPS de Guillaume Soro au mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo qui a motivé la création du Front commun avec le PDC-RDA. Donc du coup, sous ce angle-là, Guillaume Soro rejoint quelque part et Tidjane Cham du PDCI et Laurent Gbagbo du PPACI et probablement une coalition élargie de l'opposition dans laquelle Charles Blé Goudé dit ne pas se reconnaître si Guillaume Soro y a sa place. Et puis, vous savez, Charles Blé Goudé est resté dans une certaine logique depuis son retour en novembre 2022. Il est dans cette posture où il a un discours très apaisé. C'est vrai qu'il est critiqué aujourd'hui par certains membres de l'opposition, mais moi j'estime pour ma part qu'on connaît Blé Goudé, on sait plus ou moins le discours qu'il tient. Sur un plateau, il a dit qu'il n'a pas été informé et je pense que c'est une vérité. Il estime que le PDC aurait fait preuve de courtoisie en informant ses alliés. Les autres membres de la CAPSI l'ont également dénoncé. Effectivement. Et il y a eu même un retrait, notamment le Renouveau démocratique est sorti de la CAPSI. Donc après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fustige Charles Blé Goudé par rapport à un certain nombre de propos tenus, mais l'homme reste droit dans ses bottes. Et puis aujourd'hui, il dit le rappelait, Guillaume Soro est dans une certaine difficulté. Est-ce qu'il est opportun de tirer sur Guillaume Soro? Je dirais pas oui ou non, mais n'empêche que... Qui, quand même, faut le noter, est l'un des leaders les plus significatifs de l'opposition ivoirienne. Ah oui, cela il a quand même GPS, une machine qui a été, je dirais, grippée par les nombreuses sentences judiciaires prises à son encontre, qui est dissoute officiellement. Ah oui. Mais qui, quand même, on peut quand même dire que quand même Guillaume Soro est l'un des il a une base sociologique très importante. Ah oui, et puis ces deux personnalités, comme il parlait de rancune, qui se connaissent, les deux ont pratiquement le même âge, 53 ans, deux personnalités qui se connaissent depuis les années 90, puisque je l'ai dit d'entrée de propos que c'est pour ceux qui ont fait l'université. Ils ont fait du chemin ensemble. Lorsque vous êtes secrétaire général d'une organisation telle que la FECI, votre bras droit direct, c'est le secrétaire à l'organisation. Et à l'époque, Charles Blé Goudé était le secrétaire à l'organisation de la FECI sous l'égide de Guillaume Soro qui a présenté Charles Blé Goudé. Donc vous voyez qu'il y avait un certain nombre d'affinités. C'est pourquoi on peut parler de rancune quand il estime qu'il a un parcours avec l'homme, un vécu avec l'homme qui vient aujourd'hui quelques années après. Il n'aurait pas dû tenir certains propos. Soro Djabega, vous aviez envie de dire quelque chose assez rapidement. Voilà, le timing que nous connaissons tous dans le calendrier électoral de la Côte d'Ivoire est assez serré. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas le temps de se concentrer sur ces petites querelles, ces petits problèmes internes. Je pense que nos leaders politiques, notamment ceux de l'opposition, devaient faire l'effort de se mettre au-dessus de ces considérations personnelles-là. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, mais vraiment eux tous, voilà. Et parler en termes de potentiel, aujourd'hui les deux gros morceaux se sont mis ensemble. Il faut le reconnaître, que ce soit le GPS, le COGEP, le MGC, ce ne sont pas de grands partis. Ce sont des partis qui ont à un moment donné besoin de peut-être faire un compagnonnage, de s'agripper à d'autres formations assez importantes pour pouvoir exister ou pour pouvoir atteindre certains objectifs. Aujourd'hui, que peut faire Blé Goudé? Si aujourd'hui le PPACI et le PDCI signent un front commun et le GPS s'allie, que peut faire Blé Goudé? Il va rester seul dans l'opposition. Je pense que la seule option qui lui reste, c'est de rejoindre le front. Sinon, il va continuer de dénoncer des choses sur des plateaux et ça s'arrêtera là. Il dit, oui, vous allez rebondir tout à l'heure sur ce que dit Soro Djabega. Seulement, est-ce que l'unité tant désirée par les militants de l'opposition dans leur ensemble, est-ce qu'on en est de plus en plus loin? À l'instant, l'unité de l'opposition ivoirienne est un fiasco. Je regarde la caméra, je regarde la nation ivoirienne pour le dire. Depuis plus de 4, 5, 6 mois, il y avait des bisbilles. Il y a eu l'appel de Bonois, qui a finalement été un poteau pour le président Laurent Gbagbo, excusez-moi du terme. Bon, près d'un an après, ça semble porter ses fruits puisque le PDCI rejoint le PPACI et GPS également. Je suis dans les faits. C'est-à-dire, dès le départ, ça a été un poteau. Il fallait faire un contournement. Parce que quand avec lui, le mouvement trop c'est trop. Justement, parce que quand lui il a annoncé ça, les autres se sont mis en bloc. Il a même envoyé son émissaire. C'est tout un chacun. Certains lui ont ouvertement dit on a compris. Mais nous on est déjà dans une alliance pour ne finalement jamais le rallier. Et lui aussi, il a toujours été en solo. Il n'a jamais voulu intégrer. Guillaume Soro n'était pas visible. Mais ce n'est que maintenant que Guillaume Soro s'affiche au moment où Laurent Gbagbo maintenant se met avec le PDCI. D'ailleurs, je profite pour quasiment donner raison au parti du renouveau démocratique de Djinko.
la Moussa Djinko. Parce que lui, il a fait assez de révélations. Et j'étais présent même à la conférence de presse où il a annoncé son départ. Tenez-vous bien, quand on a créé le CAPSI, l'ancien ministre Daniel Boni-Claveri était chargé de la médiation pour que Laurent Gbagbo puisse intégrer. Encore, le PDCI a intégré sans qu'il n'y ait de vote. Même si le renouveau démocratique voulait ouvertement qu'il y ait un vote, que les choses soient faites de la manière. Mais on l'a mis en minorité, on a dit c'est le PDCI. Donc que le PDCI vienne de cette manière et que le PDCI parte de cette manière, le communiqué même qui a été fait... Le PDCI n'en est pas parti, le PDCI reste membre de la CAPSI, officiellement. Non mais... Et le PDCI est toujours le lead dans la CAPSI. Dans la mesure où, le PDCI, pour le moment, dans la mesure où, la CAPSI fait un communiqué pour dire que nous avons appris comme tout un chacun dans la presse, sans qu'il y ait de consultation à l'interne, c'est un désaveu. Dans la mesure où quelqu'un comme le Renouveau démocratique part, c'est un autre désaveu. Dans la mesure où désormais c'est Blé Goudé qui hausse le ton, c'est un désaveu. Le mouvement est en train de s'émietter. Et le PDCI a plus à gagner, apparemment à vue d'œil, avec Laurent Gbagbo qu'avec les autres qui, d'une manière ou d'une autre, même si pendant la présidentielle, pourront plus ou moins peser, mais attendons-nous à ce qu'ils aient des élus au moment des législatives. Bon, on observe. Et je suis certain. Jean-Richard, un mot assez rapidement sur cette unité-là qui semble s'effriter, comme le suggère Idi. Vous savez, la CAPSI, lorsqu'elle est lancée le 10 mars, il y a une précision qui est faite. C'est un cadre non idéologique et c'est un cadre de concertation et d'échange. Malheureusement, je pense que dans l'évolution, dans le déroulé, certaines choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art, notamment l'alliance entre le PDCI et le PPACI. Je pense que ce front commun-là, c'est vrai, est opportun pour l'opposition, mais je pense que le PDCI à un certain moment a manqué de courtoisie. Ce qui fragilise aujourd'hui la coalition dans sa marche. Le PDCI aurait dû faire preuve, je pense pour ma part, de sagesse en informant les autres partenaires d'une probable alliance avec le PPACI. Quand on sait que le président Laurent Gbagbo a du mal à prononcer encore le nom de Charles Blé Goudé, quand on sait les relations difficiles entre lui et son épouse, quand on sait les relations difficiles entre lui et Pascal Affinguessan, je pense pour ma part que le PDC aurait dû informer ses aides partenaires et, dans la continuité de ces fronts communs-là, jouer le rôle de tampon pour amener les autres partis vers ce front commun. Malheureusement, le PDC s'est engagé assez seul, ce qui provoque fort malheureusement des désaccords. On l'a vu avec le Renouveau démocratique qui a dénoncé ce fait, avec Charles Blé Goudé et avec le communiqué qui, pour ma part, c'est un communiqué assez courtois parce qu'on connaît la posture de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Sinon, elle aurait pu être assez crash dans le communiqué, mais elle a préféré faire preuve de courtoisie en disant qu'ils n'ont pas été informés, qu'ils ont appris comme la plupart des Ivoiriens. Je pense que sur ce coup-là, le PDCI a manqué d'élégance, mais on attend véritablement ce qui sera le contenu du Front commun dans les semaines à venir. Soro Djabega, vous allez terminer sur le sujet. Oui, j'aimerais réagir à ce que le confrère Idi a dit, quand il dit que le GPS n'était pas visible. Nous savons tous la situation que vit ce parti politique. Il a été dissous. Ce mouvement politique, ce mouvement pas encore un parti. Il est un peu difficile pour ses membres de communiquer sur ses activités. Voilà, même lors de la convention, lors de la signature du Front commun, c'est le RGPS qui a été mentionné. Donc le GPS, ce parti-là, ce mouvement-là ne vit pas la même situation, n'est pas dans le même contexte que les autres partis qui exercent dans le paysage politique en Côte d'Ivoire. Donc dire qu'il est invisible, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas poignant. Ça, il faut, ceux qui le pensent, moi je leur dis qu'ils se trompent. Le GPS a une forte ancrage sociologique sur toute l'étendue du territoire national, mais au nord de la Côte d'Ivoire, et c'est réel. Mais aujourd'hui, contextuellement, il est difficile pour eux de s'affirmer. Il est difficile pour eux parce que nous savons tous que les leaders sont constamment arrêtés, sont sous contrôle judiciaire. Beaucoup ont rallié la tendance Alain Logognon, par exemple. Depuis 1994, il y a une saignée qui s'est créée au PDCI, mais le parti n'est pas mort, il continue d'exister. En 2017, il y a eu une grande saignée au sein du PDCI. Même cette année, il y a eu une saignée, mais le parti continue d'exister. Mais est-ce que le GPS a la force du PDCI? On va laisser Soro Djabega conclure. Permettons à Soro Djabega d'en finir assez rapidement. Un parti qui a à peine 2 ans, un parti qui a 30 ans. Laissez-moi parler. Permettez qu'il finisse. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, le FPI s'est cassé. Aujourd'hui, il y a eu la naissance du PPACI qui a quel âge? Mais il est encore solide parce que l'esprit existe depuis plus de 30 ans.
Vous comprenez? Donc dire que le GPS n'était pas visible, je pense que c'est une erreur. Maintenant, j'aimerais rappeler... Assez rapidement, parce qu'on a très peu de temps, passons au second sujet. La CAPSI a été créée pour garantir des élections inclusives, transparentes et libres. Après la création de la CAPSI, à quoi nous avons assisté? À la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Par inattention. Bon, je ne sais pas, c'est vous qui appréciez. Après ça, on lui retire encore il n'a plus de certificat de nationalité. Tidjane Thiam, à un moment donné, le PDCI estime que la CAPSI n'a pas assez de coudées franches pour pouvoir mener ce combat. S'il estime que le PPACI est fort dans l'opposition, quoi de plus normal qu'il s'associe à lui pour parler de la même voix, puisqu'on a les mêmes revendications? Très bien. Alors, Miss Côte d'Ivoire 2025, une polémique pour rien. Depuis ce samedi 29 juin 2025, que les Ivoiriens connaissent celle qui, pendant un an, portera sur elle le mandat de la Miss Côte d'Ivoire, de la plus belle fille de Côte d'Ivoire, qui va donc succéder à ses illustres prédécesseurs. Il s'agit de mademoiselle Koné Fatima, candidate de la région du Humboldt. Alors, depuis son élection, des critiques fusent sur la toile, on entend beaucoup de choses, on lit énormément de commentaires, pas toujours agréables vis-à-vis de la demoiselle. Idi Keïta, vous suivez avec nous cette actualité ici en Côte d'Ivoire. Et d'abord, je vais rappeler les principaux critères de désignation de la Miss ici dans notre pays. Elle doit être d'abord de nationalité ivoirienne, âgée entre 18 et 28 ans. Elle doit mesurer au moins 1,67 m de taille et être célibataire et sans enfant, n'avoir jamais porté de grossesse. Il faudrait également qu'elle ait comme niveau académique au minimum le bac et savoir s'exprimer avec de bonnes facultés morales. Mais détail important qui semble faire toute la différence dans la polémique qui suit son cours depuis 48 heures, c'est qu'on exige de ces jeunes filles-là désormais le naturel. On demande qu'elles aient des cheveux naturels, excluant tout ce qui est comme artifice, comme les mèches, les tissages et les perruques. Et sur ce point-là, justement, c'est ce qui aurait milité en faveur de la désignation de Koné Fatima. Votre lecture justement sur cette polémique qui enfle depuis quelques jours. Bon, c'est sur plusieurs points que je vais m'exprimer. Tout d'abord, vous savez, à l'ère des réseaux sociaux, des personnes qui n'ont jamais pris part, qui ne connaissent pas la fatigue, les difficultés d'être une candidate, le stress qu'on vit, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas pris part, qui s'érigent en juges, qui n'ont jamais eu le courage de s'assumer là-bas afin d'être élus. Ça, je le désavoue, ce n'est pas bien. Un. De deux, les questions de Miss, pour moi, c'est un peu comme le ballon d'or, même chose. Chaque fois qu'on donne le ballon d'or à un joueur, il y aura toujours débat, il y aura toujours polémique. Ensuite, il y a l'effet Olivia Yassé, qui s'estompe que très récemment. Olivia Yassé, qu'il faut le dire, dès son élection, a été vilipendée par une partie de l'opinion ivoirienne. On disait qu'elle ne méritait pas la couronne. Pour finalement être applaudie. Tout le monde est dans l'euphorie quand on la voit. Chacun, la référence d'ailleurs. La fierté, la référence. Vous voyez. Donc cette histoire de Miss là, ça commence toujours comme ça, dans la polémique. Mais c'est au fil du mandat, la prestance et pas mal de choses qui permettent d'évoluer. Pour moi, c'est un faux débat. C'est un non-sens. De toutes les manières, la plus belle fille, la Miss n'est pas la plus belle fille de la Côte d'Ivoire, c'est plutôt la plus belle fille des candidates sur place. Mais au moins, reconnaissons aux Miss, à toutes les candidates, qu'elles ont osé. Malgré les regards, malgré les critiques, malgré plusieurs principes sociaux religieux, venir sur le plateau, se confronter aux autres, se confronter au jury et au public pour pouvoir avoir un résultat. Donc moi, je pense que ce n'est que du pur sabotage. Ce ne sont que des questions subjectives, des débats de personnes. Quand on est Miss, on incarne la Côte d'Ivoire, on incarne notre OBV éternel. Elle a un mandat, elle sera suivie durant l'évolution de son mandat. Il y a une conduite à suivre. On verra ce qu'elle pourra nous apporter. Jean-Richard, selon vous, qu'est-ce qui a milité en faveur du choix de Fatima Koné? Avant de revenir sur son choix, moi je voudrais dire que les concours de beauté ont toujours suscité de l'intérêt. Et depuis 1956, avec la première Miss Côte d'Ivoire, jusqu'à nos jours, ces différentes dames sont restées comme des modèles et elles ont su franchir bien de seuils de différents domiciles en Côte d'Ivoire. Mais il faut rappeler à toutes fins utiles que déjà en 1999, il y a l'une des Miss qui s'appelait Sylviane Dodo, qui était l'une des premières Miss
critiquée, vilipendée, fustigée par la plupart des Ivoiriens. Après Aïcha Koulibaly. Ah oui, la fameuse Aïcha Koulibaly. À telle enseigne que son mandat est passé carrément inaperçu. Et surtout qu'elle venait après des personnalités, vous l'avez dit, telles que Laetitia Ancho, Rami Keïta ou encore Mimi Hermine, qui avaient éclaboussé de leur beauté la plupart des foyers ivoiriens. Et puis, s'en est suivi plusieurs belles misses, je pense à Linda Delon qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire. Mais ce que moi je retiens avec le sac de cette jeune dame, c'est qu'il n'y a pas forcément l'unanimité. Il a parlé d'Olivia Yassé lorsqu'elle a été Miss en 2021. On a vu sur les réseaux sociaux, on dit qu'il y a eu corruption parce que son père était le maire de la commune de Cocody. Elle a été critiquée, vilipendée. On se rappelle de Yo Jennifer aussi qui a été critiquée par un certain nombre de personnes. Même l'année dernière, Miss Diamala. Bien sûr. Elle a été fustigée. Et pourtant, figurez-vous que le trio de l'année dernière a été l'un des trios les plus performants de la Côte d'Ivoire. Parce que pour la petite histoire, Miss Diamala a représenté la Côte d'Ivoire à Miss Univers. Même c'est vrai qu'elle n'a pas remporté le tournoi, la compétition, mais elle a eu le mérite de représenter la Côte d'Ivoire à un haut niveau. Sa première dauphine, qui était Fatoumata, elle a représenté la Côte d'Ivoire en aide à Miss World. Et la deuxième dauphine qui était Moulani a représenté la Côte d'Ivoire à Miss International. Absolument. Donc c'est dit qu'après, que c'est vrai que c'est des choix qui sont par moments contestés, mais attendons de voir, pour revenir à votre question, le commissaire parle aujourd'hui de critères tels que l'aspect naturel, elle fait pratiquement 1m78, elle a du charme, elle est bilingue. Donc je pense pour ma part que ces critères ont milité en sa faveur. Et ce que les gens rappellent de souligner, je vais chuter sur ça, c'est qu'il y a le vote du public. Et à ce niveau-là, elle a éclaboussé les compteurs. Absolument. Soro Djabega, quelle impression vous laisse votre nouvelle Miss? Oui, je suis déjà heureux parce qu'elle est ce nouveau, c'est ma soeur. Ah, mais très bien. C'est un faux débat. Elle a 23 ans, elle fait 1m78. 25 ans, non 23 ans. 23 ans. Bientôt 24 ans. Voilà. Elle a séduit le jury par son éloquence, son élégance et puis aussi son engagement. Vous savez, c'est un faux débat. Dans la majeure partie du temps, aucune Miss n'a fait véritablement l'unanimité. À chaque fois, ce sont des critiques acerbes, alors que le public a l'occasion de voter. Il y a un vote du public qui est mis à disposition et qui est très accessible. Mais malheureusement, les gens ne votent pas et après, ce sont les mêmes personnes qui sortent, qui viennent critiquer, qui viennent saboter un travail aussi. C'est quand même l'opinion publique, c'est leur droit de s'exprimer sur le sujet, non? Sorti quand même de la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire et aller organiser un tel événement. J'étais là-bas l'an dernier. Et cette année, j'y étais. Aller jusqu'au parc d'exposition et organiser un tel événement, mais c'est pas facile. Mobiliser 10 000 personnes pour remplir la salle avant 22 h, c'est un challenge. L'an dernier, c'était la première édition dans le parc. Le commissaire a travaillé. Aujourd'hui, le commissaire est en train de se donner une envergure internationale. À Londres, un peu partout aujourd'hui, on invite le commissaire dans de grands panels pour rendre son expertise, même dans certains pays d'Afrique. Le commissaire aujourd'hui sollicité. Avec M. Yapobi pour apporter son expertise. Il faut que les Ivoiriens apprennent à apprécier ses valeurs matérielles et immatérielles. Elle a été élue sur la base de certains critères. Et elle est belle. Il y a un nouveau critère qui est rentré en ligne de compte. Aujourd'hui, il faut que les mises soient naturelles. On revient aux fondamentaux. Il faut saluer cela. Donc, je pense que ça va passer. Entre Ivoiriens, les buzz du 2 ou 3 jours après, nous allons commencer à l'apprécier. Bon, Fatima Koné qui ne fait pas l'unanimité au niveau sur la toile, mais qui sur ce plateau semble rencontrer l'adhésion de tout le monde, qui approuve sa beauté, son charisme, qui a fait d'elle la nouvelle reine de la beauté en Côte d'Ivoire. On a deux confrères, enfin, un confrère, Eric Ofo, qui est journaliste, et également Ali Diallo, qui est consultant spécialisé des questions de beauté, qui se sont prononcés sur le sujet. On va les écouter, eux aussi nous rejoignent dans la posture que nous adoptons sur ce plateau vis-à-vis de l'élection de la candidate du handball. ont essuyé par moments des critiques. Depuis l'élection de Miss Côte d'Ivoire 2025, on assiste à une vague d'indignation, voire à une levée de boucliers sans précédent. Par le passé, même si certaines Miss élues ont essuyé par moments des critiques, de mémoire d'Ivoirien, jamais une reine de beauté n'a été autant conspuée, vouée aux hégémonies. La polémique ne cesse d'enfler.
Est-ce une polémique inutile? Je ne le pense pas. Il faut dire que toutes ces critiques et railleries subies par Miss Kone Fatima ne sont que l'expression du ressenti d'une partie de l'opinion nationale. Même si je condamne les propos et écrits injurieux des uns et des autres, il faut prendre en compte tous ces mécontentements. Car au finish, c'est l'honneur du pays qui est en jeu. Quand on sait qu'Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, a fait honneur au drapeau ivoirien en se hissant à la 3e place de Miss Monde. Face à cette controverse, le commissaire doit faire sa mue en revoyant les critères de choix des Miss, notamment les votes payants, dont le pourcentage pèse lourd dans le décompte final. Ce qui pourrait laisser penser que le volet business prend le pas sur toute autre considération. À la Miss Côte d'Ivoire 2025, je dis courage. Loin de se laisser abattre, elle doit faire ses preuves de manière à rallier le public ivoirien à sa cause et démontrer par la même occasion qu'elle mérite bien la couronne de reine beauté 2025. C'est lors de l'interview que la Miss prend sa couronne. C'est lors de l'interview, Fatima Kone a été très pertinente. Elle a été simple, elle a été précise et pertinente. Elle a allé directement. Question, réponse. Et ça joue beaucoup en sa faveur. Ça, c'est d'un. De deux, le public a voté massivement pour elle. Donc, ça a joué dans la balance. Et puis de trois, c'est une beauté naturelle qui colle au critère actuel du concours Miss Côte d'Ivoire. Cheveux courts, pas de maquillage, visage candide, bien dégagé, avec un beau physique de 1,78, un physique en fait de top modèle. Je pense que ce sont ces atouts-là qui ont milité en sa faveur. Maintenant, ce qui concerne la deuxième question, la polémique, c'est vrai qu'aucune élection n'a fait l'unanimité. Même si on se réfère au concours Miss World, Miss Univers, ça suscite beaucoup de polémiques. Mais il faut comprendre le public. D'abord, cette polémique-là démontre une chose, l'intérêt d'un concours de beauté. La population y apporte beaucoup d'intérêt. Ça, c'est un. Le défaut dit aussi que cette année, le niveau était très élevé, y compris dans les présélections. Le niveau était très élevé. Il y avait beaucoup de candidats qui étaient bilingues, parfaitement bilingues ou trilingues. Donc, on s'attendait à une mise peut-être spectaculaire. Il y avait beaucoup de favorites. Mais comme on l'a dit, les concours de beauté, la couronne ne se gagne pas sur les réseaux sociaux ou sur les shootings. Non. Depuis la mise au vert, la compétition commence. Et j'en suis sûr, cette petite qui a gagné, elle a eu un comportement exemplaire lors de la mise au vert. Affable, sociable et surtout disponible. Parce que c'est des choses qui sont notées. Peut-être qu'on ne donne pas au grand public. Ça compte beaucoup l'arrivée. Tout le séjour pendant la mise au vert, ça compte beaucoup. Et sur l'été également, sur l'été, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est le couronnement en fait. Beaucoup de trucs rentrent en ligne de compte. Et le jury, et je rappelle que le jury est souverain. C'est le jury qui élit la Miss. Ils ont trouvé que c'est elle qui était la meilleure parmi les meilleures. Si je reviens au top 3 par exemple, les deux qui ont été, celle qui a été première de fil, deuxième de fil, elles peuvent aller parfaitement à l'international parce qu'elles sont très 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 belles. Celle d'une vie, très belle plastique. Celle du Folon, très belle plastique. Ajoutez à cela la féminité, l'assurance, l'éloquence et la pertinence de ce qu'elles ont dit. Voilà, donc on vient donc d'entendre les interventions de nos deux consultants sur le sujet. Idi Keita en 30 secondes. Fatima Kone, de façon définitive, pour vous, elle mérite la couronne. Bon, on n'a pas le choix, on est devant le fait accompli. Ce sont les filles qui ont osé. Et si vous aviez le choix, vous auriez opté pour une autre candidate? Bon, disons, les concours de beauté, je ne suis pas trop regardant. Je me dis que celle qui est élue, c'est la plus chanceuse. Beaucoup de choses ont plaidé en sa faveur. Ceux qui font le bruit, notamment les autres filles,
qu'elle aille se présenter aussi. C'est aussi simple que ça. Très bien. Soro Djabiga. Non, je pense qu'il y a d'autres faits aussi qui ont contribué à amplifier la situation, à envenimer la situation. Il y a des gens qui ont pris le malin plaisir de lui prendre des photos dans des positions où on n'était pas vraiment bien présentable. Et ça peut arriver à n'importe qui. Vous pouvez être l'homme le plus beau au monde. Si la photo est mal prise, voilà, ça peut prêter à confusion, on peut se moquer. Et ces photos ont été relayées. Et on sait tous l'influence que cela a sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est pas parce qu'elle a démérité. Elle mérite sa couronne. Elle mérite sa couronne, voilà. C'est mon Jean-Richard. Moi, pour ma part, je pense que les Ivoiriens restent toujours passionnés par les questions de beauté. Le concours Miss Côte d'Ivoire suscite toujours de l'intérêt, mais on demandera aux uns aux autres d'être courtois. C'est une jeune dame, 23 ans. Donc, elle va représenter la Côte d'Ivoire sur de grandes scènes. Accompagnons-la avec nos prières et puis soutenons-la. Je pense que les critiques qu'on a vues et entendues par moments sont désagréables et soutenons notre Miss. On referme ce chapitre en remontant justement aux frontières nord de la Côte d'Ivoire pour aller dans l'espace AES. Depuis quelques années, l'on signale la présence outre Wagner d'une autre milice paramilitaire d'origine turque, en l'occurrence Sadat, fondée en 2012 par un ex-général de l'armée turque et qui opère justement dans les palais du Niger, désormais du Mali, et on apprend justement qu'il se rapproche de plus en plus de Koulouba au Burkina Faso. Alors c'est un sujet qui est assez intéressant. Idi Keita, vous êtes d'origine malienne, je le précise, et donc vous êtes imprégné de la question. Aujourd'hui, qui sont ces Turcs de Sadat? Est-ce qu'on estime, selon un article révélé récemment par un confrère, qu'ils ont recours à la main-d'œuvre syrienne dans les pays de l'AES ou dans d'autres champs, d'autres théâtres d'opérations sur lesquels ils sont présents en Afrique? On parle au Nigeria, au Cameroun également. Est-ce que dans le Sahel, précisément chez vous au Mali ou même au Niger, est-ce qu'ils sont connus? Est-ce que leur présence suscite un certain intérêt des populations? Et qui sont-ils réellement? Bon, déjà, ce que je peux dire de Sadat, c'est en 2024 que j'ai entendu parler d'eux. Ils sont très discrets. Oui. D'abord, j'ai entendu parler de un. Et ensuite, ce Wagner russe, cette force paramilitaire turque, à travers le confrère Serge Daniel de RFI, qui est très introduit, j'ai encore eu la confirmation. Ça, c'était d'un. Ensuite, les semaines qui ont suivi, peu de temps après, à travers un journal, Le Témoin, proche de moi, qui est de mon groupe, à travers, au sein de nos brèves, j'ai vu encore que là, ma rédaction a évoqué la question, a parlé de la présence de Sadat en terre malienne. Il y a même eu des bisbilles sur le terrain entre eux et leurs homologues russes, à telle enseigne qu'il a fallu que les généraux Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et le général Sadio Camara, ministre de la Défense, se concertent. Parce que c'est le général Sadio Camara qui est à l'origine de la venue de la Russie, qui coordonne cette question. Donc il a fallu qu'ils s'entendent pour que finalement, les échos que j'avais de Sadat, au bout du compte, Sadat était plutôt confiné à des postures de garde rapprochées, même de sécurité présidentielle, que ça. Mais le terrain avait été laissé à Wagner. Et quand Wagner a annoncé son départ sur sa page Telegram, justement, quand moi j'ai fait mon article, pour chuter, j'ai dit que l'opportunité est idoine pour que, comment dirais-je, Sadat prenne le relais. Mais j'avais effectivement oublié que quand Prigogine, leader connu de Wagner, est décédé, qu'une réforme était en cours et que cette réforme vient de finir. Nous sommes désormais avec Africa Corp. Donc je comprends que même si cela n'a pas été dit publiquement, la récente visite du président malien, non moins président en exercice de l'AES, au niveau de la Russie précédemment, forcément à l'ordre du jour, il a dû y avoir cette question, parce que désormais Wagner sort de l'informel pour laisser place à Africa Corp, qui est désormais formalisé. Très bien, Jean-Richard. Moi, j'observe depuis quelques mois qu'il y a une multiplication de délégations turques du côté du Mali. Non seulement ça montre plus ou moins qu'il y a un renforcement de la collaboration, non seulement avec les Turcs, et puis j'observe à travers cette présence
est-ce qu'on peut parler de défaite de la Russie, plus ou moins, puisque l'arrivée russe a été saluée, on les voyait plus ou moins en sauveurs, mais ce qu'il nous est donné de voir aujourd'hui, c'est que le Mali, aujourd'hui le Burkina, s'appuie de plus en plus sur les Turcs. On observe qu'il y a des commandes de drones turcs, on observe qu'il y a une multiplication de collaboration avec notamment des militaires turcs qui sont très souvent présents du côté du Mali pour former les troupes. Moi, quand je regarde cela de loin, je me dis que... L'impression que la Russie est en train de perdre pied. Ah oui, la Russie est en train de perdre pied parce que ils ont été nombreux à saluer la présence russe, mais malheureusement, quelques années plus tard, cette présence-là n'a véritablement rien apporté dans ces différentes nations. On va courir un peu sur le sujet. Soro Djabiga, allez-y un peu rapidement. Là, le temps est en train de nous presser. Dans la forme, ça s'apparente à une multiplication des partenariats des pays qui composent l'AES. Vous comprenez, on collabore avec la Russie. Après, il y a l'armée, une milice de l'armée turque qui s'implante aussi. Mais ça ressemble un peu à un recul aussi au plan démocratique et au plan même de la gouvernance aussi. Parce que après plus de 60 ans d'indépendance, recourir encore à des forces étrangères pour venir. Et ces forces-là ne viennent pas forcément pour sécuriser ou pour lutter contre les terroristes. D'après ce qui m'a été donné de voir, Sadat vient pour sécuriser les installations et les intérêts de l'État turc. Et ça, c'est pas une bonne chose pour ces pays qui sont déjà engagés dans la lutte contre les terroristes. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils nous ont fait savoir qu'il y a un partenariat diplomatique, économique et militaire aussi. Ils nous ont fait savoir qu'il y a une formation qui est donnée, qui sera donnée. Peut-être que les choses ont déjà démarré. Et il y aura un transfert de compétences, une certaine technologie qu'on va mettre à leur disposition, tout ça. Mais il n'est pas intéressant de toujours confier, qu'on chasse un partenaire pour encore faire revenir un partenaire qui s'implante plus que celui qui était là auparavant. Et dont le bilan n'est pas forcément très concluant. En fin de compte, la Russie qui fait 4 ans sur le théâtre au Mali et qui ne produit pas finalement grand-chose. On voit que la situation sécuritaire... On se demande quelle sera la solution. Oui, la France qui a fait la situation sécuritaire se détériore tant au Mali qu'au Burkina Faso et même au Niger avec une escalade des attaques djihadistes. Et là aujourd'hui, Erdogan qui semble être en phase de contester l'hégémonie de Vladimir Poutine sur son nouvel espace géostratégique qu'est l'AES. Est-ce que vous partagez cette vision, Idi Keïta? Bon, cette question est subtile. J'espère que peut-être on aura un jour une émission spécialement pour aller dans le fond. Oui, vraiment. Parce que vous savez, pour moi, il n'y a pas un recul de la Turquie, de la Russie. C'est vrai, on constate que ces derniers temps, il y a eu assez d'offensives de l'ennemi. Ouais. Et il ne faut pas qu'on se mente, hein, Wagner a même subi des défaites. D'énormes défaites. D'énormes défaites. Ah ouais. Au plan national, là-bas, on ne le dit pas. Ça ne fuite pas. Mais c'est clair. Maintenant, ce qu'il faut savoir, déjà, si en réalité, la Russie était en réel recul, comme l'a dit Jean-Richard, je ne pense pas que Assimi Goïta allait faire cette visite d'État qu'il a eu à faire. Un. De deux, n'oubliez pas quelque chose. 2 points. Si vous voyez que l'AES tient tête à quiconque à travers le monde, c'est parce qu'aux Nations Unies, on essaie de prendre des sanctions, de les châtier, de les rappeler à l'ordre, mais le veto de la Russie prévaut toujours. Un. Et le deuxième point aussi, le Mali, depuis les indépendances, que ce soit le stade Omnisport, plein d'entités, d'édifices officiels que vous connaissez là, c'est l'Union soviétique, hein. Le Mali indépendant, son premier vis-à-vis, c'était la Russie. Tous les cadres maliens, la génération... Modibo Keïta. Voilà, sous Modibo Keïta, la génération de Choguel Maïga, l'ancien premier ministre. Même Choguel, tous ceux-là ont été formés en Russie, parlent tous le russe, correctement comme Vladimir Poutine. En Union soviétique. En Union soviétique. Ils parlent tous le russe. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, l'élite malienne ancienne est russophone. Donc, le lien avec la Russie, c'est vrai qu'il y a un rebond sur le plan militaire, mais ce n'est pas un lien qui date de maintenant. Absolument. Maintenant, c'est vrai que la Turquie, là, il faut savoir quelque chose. Dans cette zone et même certaines parties d'Afrique, la Chine et la Russie, parce que aussi la Chine aussi maintient le veto pour soutenir ces pays. Ces 2 pays-là sont ceux-là vraiment qui font bloc, qui bénéficient de tout à l'ère du trio souverain de l'AES. Mais le 3e homme qui est très discret, c'est vraiment la Turquie. Au plan économique,
à divers secteurs, la Turquie a fait énormément de facilités. Je me souviens que l'Assemblée nationale du Mali, sous Ibeka, l'ancien président, a été rénovée par la Turquie, même celle de la Guinée. Donc la Turquie a beaucoup de trucs. Donc c'est vrai que c'est à travers même cette question de Libye où la Turquie a réellement commencé à se positionner militairement. Mais je ne savais pas à l'époque qu'ils avaient une force paramilitaire qui s'appelait Sadat. Sinon, on sait que la Libye, c'est deux camps. Il y a un camp qui est soutenu par la Russie, il y a l'autre camp qui est soutenu. C'est de là que tout a commencé, comme quand Wagner qui a commencé en Afrique, RCA, pour finalement venir en Afrique de l'Ouest. Donc la Turquie, discrètement, est en train d'implanter, mais il faut savoir que économiquement et à divers niveaux, la Turquie a eu le temps de, comment dirais-je, s'implanter, et puis même sans faire, sans être un blocage aux intérêts russes et aux intérêts chinois. Donc la Turquie sait jouer le jeu, sait s'accommoder avec tout le monde, et pour chuter même au niveau de la Guinée, Conakry par exemple, le port de Conakry, il y a l'espace dédié au vrac, où c'est la Turquie qui a cet espace, à travers le groupe Al-Barak, l'entité Alport. Et c'est cet espace-là qui, lors des sanctions de la CEDEAO, à l'endroit du Mali, a été mis à disposition et jusqu'à présent est mis à disposition de la Russie. Voilà, de la Turquie pour le Mali, pour que toutes les marchandises maliennes, dont l'or blanc, c'est-à-dire le coton, y transitent. Donc la Turquie est un acteur qui est là, qui est très muet, mais c'est vrai que Sadat, on va continuer de suivre de près parce que sa présence se fait remarquer. Je veux chuter sur une chose, excusez-moi. Le dernier point, c'est que sur le terrain, en réalité, les gens ne voient pas la Turquie. C'est l'Ukraine qu'on voit. Depuis un moment, vous l'avez remarqué, les forces ennemies, terroristes, rebelles montent en puissance plus ou moins. Avec des drones. Les forces indépendantistes, il y a les indépendantistes, après il y a les djihadistes. Il y a les djihadistes, c'est confondu. Voilà, et c'est la même toutes ne sont pas terroristes forcément. Non, c'est la même communauté. Ils se mettent ensemble, ils font des communiqués ensemble. À certains égards, il y a une tendance au rapprochement, mais qui n'est pas encore consolidée. Il n'oublie pas qu'il y a eu des fusions. Non, on n'est pas encore au stade des fusions. Le FLA a été constitué de différentes entités. Oui, des différentes mouvances indépendantistes. C'est ce que je veux vous dire. Terroristes, indépendantistes, c'est la même communauté, c'est la question Touareg. Selon l'angle de Bamako. Pas tout le monde. Non, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain, j'ai eu à le suivre. Et je vous dis, ils se mettent ensemble, ils s'allient. Ils sont retranchés dans la zone de Tizawaten dont vous avez entendu parler. Donc je sais de quoi je parle. Il y a un rapprochement évident. Il y a un rapprochement. On a très peu de temps, malheureusement. Non, on a vraiment plus de temps. Là, je m'apprête à couper, il dit, parce que on a même déjà dépassé, mais il nous reste vraiment 10 secondes. Je n'avais pas fini, j'étais dans un élan. Qu'est-ce que je disais là? 10 secondes rapidement. Je disais que... Ça sera pour la prochaine fois. Oui, pour la prochaine fois, malheureusement. Il a perdu le fil. Ça sera pour la prochaine fois. Jean-Richard, vous allez écouter votre revue de presse, vraiment les principaux titres, et puis on va avancer. Assez rapidement, nous ouvrons avec l'intelligent d'Abidjan qui parle du développement durable dans le district autonome d'Abidjan. Un forum symbole de nouvelle espérance se prépare. Et puis toujours à la une de l'intelligent d'Abidjan, éducation nationale et alphabétisation, les meilleurs élèves d'Aboville récompensés. Et puis cinéma et audiovisuel, le CICADOR 2025 à la RTI avec Awane, avec à la une du journal Alafé Naomi et le ministre de l'information, et puis Bruno Koné depuis Boaké affirme toujours à la une de l'intelligent d'Abidjan: quand on veut voler, on ne digitalise pas. Et puis l'essor revient également sur cette information fraude foncière en Côte d'Ivoire. Bruno Koné rejette avec force les accusations de Assalé Timoko. Merci Jean-Richard, vous n'êtes pas le bout de votre revue de presse. On n'y peut rien, on a déjà largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais c'était un très bon débat. Je rappelle que nous étions aujourd'hui avec Idi Keïta, qui est un confrère malien. On a également Soro Djabiga, Jean-Richard Soro qui est de retour, après quelques jours d'absence quand même sur ce plateau. Eh bien, on va se dire au revoir et puis on se retrouve demain mardi pour d'autres sujets d'actualité à décrypter dans le cadre de l'Intelligent Club. Merci.